Bonjour à tous, donc je me présente, je suis Christelle de Villard, présidente de l'association EPI Provence, accompagnée donc de mon binôme Florent Georges. Donc quelques mots pour vous présenter notre association EPI Provence, donc, qui a fêté cette année ses 10 ans. Elle a vu le jour suite à la rencontre de quelques parents soucieux de la problématique, soucieux et conscients de la problématique de prise en charge de leurs enfants en situation de handicap, avec épilepsie sévère, pharmaco-résistante et troubles associés. Alors il y a 2 jours, je me suis décidée à écrire un tout petit texte que j'ai eu envie de vous lire ce matin, disant que c'était peut-être pas mal pour introduire le sujet de la problématique des parents. Ce petit texte, je l'ai appelé « Un matin ordinaire ». 6 heures du matin, j'entends un bruit, je saute en bas du lit et me précipite vers sa chambre. Victor est dans son lit, les jambes en dehors, sa respiration est difficile et bruyante. Il est raide, les yeux ouverts, fixe. Il est en crise. Je gère, comme d'habitude. La crise se passe, il se détend, perd ses urines. J'appelle mon mari pour qu'il m'aide à le déplacer. Je ne peux plus le faire seul. Il mesure maintenant 1m90 et pèse 66 kg. Il se rendort vers 6h30, moi pas. Un matin ordinaire. Il faut changer le drap, l'oreiller, la couette. Pas de couche pour Victor, il n'en veut pas. Mettre en route une première machine à laver, puis une seconde. 7 heures, nouveau bruit de respiration forte. Je sais. Je retourne dans la chambre de Victor, encore une crise, même scénario. Elle est plus longue, mais il respire correctement. Pas de Valium, pas nécessaire. Je comprends que ce matin encore, je ne serai pas à l'heure à mon travail et que Victor ne sera pas non plus à l'IME avant 10 heures au mieux. Il faut qu'il dorme, qu'il se repose, qu'il récupère. Un matin ordinaire. 8 heures, prise de médicaments, dans son lit, à la petite cuillère et seringue, à moitié endormi. J'essaye de le réveiller, impossible. 8h30, Victor réagit. Encore dodo, maman. 9 heures, après plusieurs sollicitations, Victor se réveille péniblement. Il dormirait bien encore, mais plus possible d'attendre. Il faut le lever, le doucher, son équilibre est précaire, attention aux chutes. Il faut l'habiller, le faire déjeuner. Il est 9h50, Victor est prêt pour partir à l'IME. Le minibus de ramassage est parti depuis bien longtemps. Comme d'habitude donc, je l'accompagnerai à l'IME. Une demi-heure de trajet aller, une demi-heure de trajet retour. Un matin ordinaire. Durant le trajet, il a fini par bien se réveiller. Je lui chante ses chansons préférées, je le sollicite. Allez Victor, chante avec moi. Il essaye, là, là, là. Nous arrivons. Il marche jusqu'à sa classe. Je l'accompagne en lui donnant la main et en le poussant. Allez, vite, vite, allez, dépêche-toi. On est très, très en retard maintenant. L'équipe est là. Ils ont maintenant l'habitude des arrivées décalées de Victor. Encore une crise ce matin, me dit Stéphanie, l'éducatrice. Eh oui, mais bon, tout va bien maintenant. 10h30. Ma journée de travail peut enfin commencer. Pas une minute à perdre, elle sera courte, je dois récupérer Victor à 16h30. Et demain matin sera encore un matin ordinaire. Voilà, donc ça c'est un matin ordinaire chez nous, mais chez beaucoup de parents, je pense, qui arriveront à facilement s'identifier à ce que je viens de vous raconter. Ça pourrait être un soir ordinaire, un repas ordinaire, une journée ordinaire, un week-end ordinaire. Merci pour votre attention, en tout cas pour ce petit texte. Alors maintenant, on va rentrer... Donc on va rentrer dans la thématique du parcours de vie. Après l'annonce du diagnostic, bien sûr, le parcours de soins va se mettre en place avec l'hôpital, le CAMS, le CMP, les séances qu'on va mettre en place également de kiné, d'orthophonie, de psychomote, de psychologue, de psychiatre. Il y aura bien sûr la thématique de la sociabilisation qui va arriver dès le plus jeune âge avec l'inclusion en crèche, puis la scolarisation, jamais très simple, au contraire, là aussi on peut parler de parcours de combattant. Il faut essayer d'obtenir une AVS, sans AVS impossible de scolariser nos enfants. J'insiste, on parle bien de nos enfants avec un handicap quand même lourd et donc un besoin d'accompagnement permanent.
Avec cet AVS, il faudra mettre en place bien sûr un PAI, un protocole en cas de crise, donc qui sera fait par le neurologue ou le neuropédiatre. Bien souvent, tout ça, c'est du temps partiel. Hein. On a rarement une prise en charge en scolarisation à temps plein pour nos enfants. Après la maternelle, soit intégration en classe spécialisée, en hôpital de jour, en IME, ça peut être en hôpital de jour et en IME, en association. Tout ça, c'est des transitions. À chaque nouvelle étape, c'est des périodes difficiles, tant pour l'enfant, les parents et la nouvelle équipe d'accueil, ce qui nécessite de travailler absolument en partenariat pour un accompagnement réussi. Pour faciliter l'inclusion et l'orientation scolaire, il est impératif donc d'avoir cette notion d'échange d'informations utiles entre les différents acteurs. On constate, nous, sur le terrain, que c'est encore malheureusement trop difficile, alors que ça semble une évidence pour tout le monde. Et puis, il faut bien sûr un projet compatible avec les souhaits et les possibilités de l'enfant. Ça aussi, ça semble tellement basique, mais je crois que c'est important de le rappeler. Alors ce parcours de vie, donc, il commence très tôt avec beaucoup d'étapes, déjà de transition, même dans la toute petite enfance. Et déjà on se rend compte, on le dit souvent, mais on va le répéter, qu'on commence très tôt le parcours du combattant. Et on se rend compte, puisque maintenant nos enfants sont devenus adultes, que le parcours il continue du combattant à vie. Donc c'est aussi un petit peu ce qu'on voulait présenter, c'est que la transition de l'enfance adolescence, adulte, ça va quand même rester toujours des moments difficiles pour trouver aussi des places et travailler ces intégrations. Donc, il est souvent déjà difficile de trouver une place en IME, mais ensuite, quand l'enfant est en IME, en fait, il ne faut pas trop tarder, alors même si c'est difficile de se projeter, mais il faut déjà penser à l'orientation post-IME, penser déjà au secteur adulte. Alors même si les enfants sont en IME, c'est pas parce qu'ils sont en IME que tout de suite, à la sortie de l'IME, il y a des places dans le secteur adulte, parce que là, c'est encore plus difficile, et il y a encore moins d'établissements que pour les enfants. Donc en fait, il faut essayer entre 12 et 15 ans, même si c'est difficile pour les parents, parce qu'ils souvent ils viennent à peine de trouver une place en IME, mais il faut déjà commencer à se projeter et à se dire, bon, et après? Donc commencer déjà à chercher où va aller leur jeune après 18 ans ou 20 ans si on a la chance d'avoir un amendement Creton. Et du coup, voilà, il faut pas trop tarder, il faut arriver à se projeter même si c'est pas si simple. Ce qu'on remarque sur le terrain, c'est qu'on a un manque d'accompagnement pour les parents, alors tant au niveau institutionnel, mais parfois aussi, voilà, même au niveau MDPH, au niveau toutes ces transitions, il faut les travailler. Au niveau des IME qui, à 18 ans, 20 ans, commencent à mettre la pression aux parents et les culpabilisent aussi d'une certaine manière, puisqu'ils disent, bon, maintenant, il va falloir penser à faire sortir vos enfants. Parallèlement à cette transition dans le secteur médico-social, on va aussi vivre la transition au niveau des soins. Donc le service de neuropédiatrie, ça s'arrête aussi à un moment donné, et ça s'arrête un petit peu en même temps que la prise en charge IME. Donc là aussi, il faut préparer le passage vers le service de neurologie adulte, et c'est pas si simple quand votre enfant a été suivi 20 ans par la même équipe. Déjà qu'on a mis du temps pour la prise de confiance, pour la coordination, et il faut recommencer à nouveau, représenter son enfant, représenter tous les traitements, tout ce qui s'est passé. Donc là aussi, ça nécessite une anticipation pour diminuer le stress du changement d'équipe, parce que là aussi, nos enfants et nous parents, nous sommes très sensibles à tous ces changements, et toute la vie de ces enfants, à chaque changement, en fait, ça a des impacts sur leur épilepsie, et souvent c'est aussi des moments de recrudescence des crises, parce que c'est des facteurs déclenchants, hein, le fait d'être stressé, de ne pas savoir, donc voilà, ils sont des filtres, mais alors ils prennent tout, hein, les enfants épileptiques. Donc nécessité aussi de coordonner ces équipes qui sont impliquées dans la transition, même si
le service par exemple de neuropédiatrie et le service de neurologie adulte Timone sont dans le même bâtiment, ben, c'est pas si simple de faire les transitions. Donc là aussi, il ne faut pas s'y prendre au dernier moment. Donc importance de se positionner en parcours de santé à co-construire entre le patient. Alors quand nous on parle là ici d'épilepsie sévère, hein, avec troubles associés, donc des enfants qui sont quand même assez lourdement handicapés, donc souvent c'est par son représentant légal, ses parents, et les personnes qui accompagnent la personne épileptique. Et ça c'est un point, on le reprendra cet après-midi en atelier, mais pour nous qui est très important. Voilà, il faut que les personnes qui accompagnent l'enfant épileptique bénéficient d'une information claire, adaptée sur l'épilepsie du patient. Par exemple, que ce soit à l'école, que ce soit en IME ou même dans le secteur adulte, il faut vraiment accompagner les professionnels, leur donner tout ce qui est conduite à tenir en cas de crise, en post-crise, les facteurs déclenchants. Voilà, il ne faut pas hésiter à parler, à donner tous ces supports pour sécuriser la prise en charge. Et surtout aussi conforter un petit peu les professionnels qui souvent ne sont pas formés, qui sont inquiets, et en fait il faut essayer de les accompagner, de dédramatiser. Donc les liens entre professionnels de santé et les équipes qui accueillent nos enfants, il y a tout un travail de coordination à faire. Je pense en tant que parent, on l'a vécu, on le dit aussi dans nos associations, il faut dédramatiser l'épilepsie. Alors c'est pas incohérent, c'est sûr que c'est une maladie qui est quand même sévère, qui est grave, qui provoque beaucoup de chutes, qui provoque beaucoup de problèmes. Mais voilà, si les professionnels restent dans cette idée-là, qu'est-ce qu'on remarque sur le terrain? C'est que nos enfants, on les sort pas de l'école, on les sort pas de l'IME, c'est presque du gardiennage, et c'est pas du tout ce qu'on cherche. Nos enfants épileptiques, ils ont besoin, comme tout le monde, de bouger, de faire du sport, de vivre, tout simplement. Ils ont une épée de Damoclès sur la tête. On sait que la crise, elle va venir tous les jours, on ne sait pas quand, mais c'est pas pour ça qu'on ne vit pas, donc il faut vivre avec, c'est ce qu'il faut se dire. Alors on sécurise, hein, on encadre les choses, mais il faut qu'ils fassent comme tout le monde, si on veut un certain équilibre, parce qu'une personne épileptique que l'on enferme dans un isolement, il va péter les plombs et il y aura des troubles du comportement, donc c'est pas du tout ce qu'on cherche. Donc il faut qu'ils soient aussi épanouis, pour ça il faut leur proposer des activités. Et là aussi, pour une meilleure prise en charge, il ne faut pas oublier une implication juste des parents, parce que en fait, les parents, il faut les voir comme des personnes ressources qui peuvent aider et qui peuvent permettre une meilleure connaissance. Ils connaissent bien leur enfant, leurs rituels, leurs habitudes de vie, leurs supports de communication qui fonctionnent ou qui ne fonctionnent pas, et les facteurs de risque de crise. Donc on est là aussi pour accompagner, pour travailler avec les équipes, les professionnels de soins, éducatifs, que ce soit quand l'enfant est dans le secteur enfant ou adulte. On a environ 700 000 personnes épileptiques en France, et 30% de ces épilepsies vont s'avérer pharmacorésistantes. Il y a environ la moitié qui va évoluer vers une épilepsie très sévère, qui va nécessiter une prise en charge en établissement spécialisé, alors en IME dans le secteur enfant, et puis ensuite en foyer d'accueil médicalisé ou une maison d'accueil spécialisée. Quand les crises ne sont pas stabilisées, évidemment que ça va engendrer des troubles au niveau de toutes les compétences. Ça peut induire un risque vital, et évidemment, le patient ne peut pas lui prévenir qu'il va faire une crise ou prévenir les secours. Donc une épilepsie sévère associée à une ou plusieurs déficiences graves est considérée comme un handicap rare, d'où aussi le travail qu'on fera cet après-midi avec l'équipe Relais Handicap Rare. Ces crises vont être, et ces épilepsies sévères et invalidantes, d'où la nécessité d'un accompagnement adapté dans une structure spécialisée. Ce qu'il faut, c'est éviter les ruptures de parcours, les enfants qui sont mis dehors d'un établissement parce que les crises sont trop invalidantes, on ne sait pas les gérer, et nous, dans nos associations, on voit beaucoup de ruptures de parcours et des enfants et des adultes qui se retrouvent à domicile. Donc il y a la nécessité d'une réponse adaptée aux besoins de la personne handicapée par une épilepsie sévère, et surtout faire un projet de vie. Donc là aussi on en reparlera avec la MDPH s'ils sont là. Quelle réponse médico-sociale spécialisée en France au niveau de l'épilepsie? Vous voyez, pas grand-chose. On n'a pas beaucoup d'établissements, là il y a enfants et adultes,
Vous ne voyez pas grand-chose, mais c'est très visuel. Vous voyez qu'il y en a ouest, nord, région Rhône-Alpes, rien dans le sud-est. Alors, ce qu'il va falloir pour ces épilepsies sévères, c'est un environnement qui soit adapté. Et bien souvent, quand l'établissement, l'IME n'est pas spécialisé, ou un établissement adulte n'est pas spécialisé, eh bien ça va sur-handicaper la personne épileptique. Parce que souvent, il va y avoir un isolement humain. On va restreindre les sorties de la personne parce qu'on n'a pas les connaissances suffisantes et du coup, les prises en charge ne vont pas du tout être adaptées. Il faut aussi savoir que ces personnes épileptiques, quand elles font une crise, elles vont être aussi très fatiguées, donc il faut savoir s'adapter à leur rythme de vie. Et qu'une fatigue ou un problème, beaucoup de bruit et autres, ça peut aussi provoquer des crises. Donc il y a tout un environnement à connaître pour une bonne hygiène de vie. Donc il faut, pour ces personnes, adapter adapter l'habitat. Ça peut réduire les risques et surtout ça peut protéger les crises et ses conséquences. Adapter le quotidien, donc ça c'est quelque chose qui est très important, hein, même au niveau donner les médicaments. Si c'est midi, c'est pas 1h de l'après-midi parce que ça a des impacts très importants. Donc ça aussi, les professionnels qui souvent peuvent penser qu'à une demi-heure près ça va pas avoir d'impact, et bien si, nos enfants sont hyper sensibles des fois à des changements d'une demi-heure. Alors que quand on a un accompagnement qui est bien organisé, ciblé, et en articulation avec les filières de soins, on va réduire les comorbidités, la mortalité, les conséquences sociales des épilepsies et surtout les coûts d'hospitalisation et le recours aux urgences. Dans un établissement qui ne maîtrise pas très bien l'épilepsie, dès qu'il y a une crise, qu'est-ce qu'on fait? On appelle les pompiers. Et on passe aux urgences. Et non, il n'y a pas besoin nous, quand on a nos enfants à la maison qui font des crises tous les jours, on ne va pas tous les jours aux urgences et on n'appelle pas les pompiers tous les jours. Donc ça aussi, ça peut avoir un impact au niveau social, au niveau du coût. Donc améliorer, notre objectif c'est d'améliorer la qualité de vie de ces personnes handicapées par une épilepsie sévère. D'où depuis 10 ans que nous nous battons et que nous travaillons avec beaucoup d'instances et de personnes pour le projet d'une création d'une maison d'accueil spécialisée donc pour adultes épileptiques sévères à Marseille. Enfin, un établissement va voir le jour pour 36 places. On en parlera plus longuement tout à l'heure, en fin de matinée. Et puis cet après-midi aussi. Donc notre objectif depuis 10 ans, c'est un toit pour demain, un lieu de vie protégé pour un avenir serein, et c'est notre seule priorité en tant que parents. Alors on va finir par une petite note poétique et un petit clin d'œil adressé à notre fabuleux gestionnaire de cette future masse, qui prendra la parole tout à l'heure. Voilà, donc on a envie de finir sur une petite note de couleur et de poésie, en vous parlant d'un tout petit oiseau qui s'appelle le colibri, ou la maison des colibris, en référence à cette légende amérindienne qui peut très modestement être aussi reprise pour les actions d'Épiprovence avec cette création de 36 places. Bien trop peu au vu des besoins, mais on fait notre part, comme dirait ce petit colibri. Un jour, dit la légende, il y eut un immense incendie de forêt. Tous les animaux terrifiés et atterrés observaient, impuissants, les désastres. Seul le petit colibri s'active, allant chercher quelques gouttes d'eau dans son bec pour les jeter sur le feu. Au bout d'un moment, le tatou, agacé par ses agissements dérisoires, lui dit « Colibri, tu n'es pas fou? Tu crois que c'est avec ces gouttes d'eau que tu vas éteindre le feu ?»« Je le sais, répond le colibri, mais je fais ma part. » De plus, à bien des égards, ce petit oiseau peut nous faire penser à nos enfants. Le colibri est optimisé pour son train de vie infernal. Son cœur bat plus de 10 fois plus vite que le nôtre en plein effort, comme nos enfants en cas de crise d'épilepsie. Le colibri se trouve très régulièrement en galère, comme nos enfants. Il peut et doit alors se mettre en état de pseudo-léthargie. Sa température corporelle baisse sensiblement et son rythme cardiaque chute drastiquement. Il devient alors une proie facile, car il lui faut un petit moment pour se réveiller, comme nos enfants.
Son métabolisme explosif et son anatomie unique lui permettent de battre des ailes plusieurs dizaines de fois par seconde. C'est également le seul oiseau à pouvoir voler dans toutes les directions, notamment en arrière ou même à l'envers, comme nos enfants. De plus, il est juste magnifique. Il évoque le frémissement de la vie et c'est le nom des colibris que nous souhaiterions proposer pour cette future maison. Difficile de trouver créature plus rocambolesque que le colibri. Merci.